Effectivement, aujourd'hui, on parle de M numérique, mais enfin aujourd'hui, en 2020, on parle de M numérique, bien sûr, mais si vous avez des questions sur les argentiques, n'hésitez pas. Rebonsoir, je dis rebonsoir parce que je viens de commencer l'enregistrement, ce qui nous permet de reposter en fait toutes ces vidéos qu'on entreprend avec Laurent pendant ce confinement, enfin ces confinements, parce que ça a été la même chose sur le premier. Donc sur notre chaîne YouTube, Leica Caméra France. Vous pouvez déjà retrouver la vidéo qu'on a faite la semaine dernière avec Fred Stussin, que je remercie encore. Et puis précédemment, enfin un petit peu avant, la semaine d'avant, celle qu'on a faite autour du Q2. La semaine prochaine, c'est autour du SL, avec William Moureau, qui sera sans doute avec nous ce soir peut-être. William Moureau, donc c'est jeudi. Je ne sais pas si vous étiez inscrit pour mercredi, mais j'ai envoyé un petit mail correctif pour la recaler à jeudi à 17h30. Et Laurent et moi interviendrons et répondrons à toutes vos questions autour du SL2, du coup, vendredi à 17h30. Voilà. Comme d'habitude, vous avez un petit chat. On essaie de laisser les micros fermés pour ne pas avoir trop de pollution sonore. Et puis, si vous voulez poser des questions ou discuter, vous pouvez bien évidemment ouvrir vos micros. Et puis voilà. Et lors des enregistrements, comme vous avez pu le voir, si vous êtes déjà allé voir sur la chaîne YouTube, on ne voit pas vos visages. Eh bien, Philippe qui... Ah, les premières questions qui arrivent sur le chat. Mais pourquoi pas un M dans le futur? Eh bien, on est là pour répondre à cette interrogation. Philippe Chaudret, qui nous fait le plaisir d'être là quasiment tout le temps, est notre intervenant sur Lightroom. Plutôt Lightroom, mais c'est un grand spécialiste de la suite Adobe complète. Salut à toi, Philippe, qui est effectivement bien équipé. Tu as eu du M8 d'ailleurs, Philippe, ou pas? Il est déjà à l'apéro. Ben voilà, Philippe. Non, mais j'ai une mauvaise connexion, c'est une catastrophe cette Ah, semaine. d'accord. Mais non, non jamais de mythe. D'accord, ok. Les M9 direct. Non, avant, j'étais resté sur les Ok. Voilà. Pour ceux qui connaîtraient un petit peu moins la gamme ou l'histoire des M numériques, c'est en 2006 que Leica a lancé son premier M numérique avec le M8. Après, il y a eu les versions M8 II et ensuite le M9. Le M9 ayant été le premier 24-36 donc numérique chez Leica. Et le M8 et M9 avaient des capteurs CCD de chez Kodak qui leur permettait d'avoir vraiment une colorimétrie très particulière. Et c'est à partir du M240, que Philippe cite là aussi, qu'on est passé sur un capteur CMOS. Voilà, CMOS, donc qui permet pas mal de choses, et notamment une meilleure montée en sensibilité, de pouvoir travailler directement sur le capteur. Donc c'est à partir du M240 qu'on pouvait avoir la vidéo d'une part, le live view de l'autre, et permettant aussi, avec une bague d'adaptation, d'utiliser les anciennes optiques R. Très, très bonnes. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce montage un peu particulier, on préférera le faire sur du SL2 qui, en termes de prise en main, en termes de praticité avec le viseur électronique et autres, sera plus utilisé pour ça. Voilà. Fredo nous propose de filer son Insta ici. Mais à qui? L'Insta de qui? Ah. Ah ouais, le problème, c'est possible. Le truc, c'est que souvent, on l'a fait avec Laurent Le Crabe et puis avec je sais plus qui. Il y a des fois, ça bug un peu, ça fait un peu de lag des fois. Mais on peut, bien sûr, hein, il n'y a pas de souci, hein. Là, on est là pour parler des boîtiers. Si vous êtes tous équipés, évidemment, il y aura peut-être moins de questions, à part sur les nouveautés, et on sera heureux d'y répondre. Et par contre, on n'a pas de souci pour partager des images et pouvoir montrer quelques images que l'on fait les uns les autres en rapport avec l'utilisation du M, sachant que le but du jeu n'est pas de montrer un portfolio complet, mais plutôt de montrer des images caractéristiques de ce qu'on peut faire avec un M et qui est beaucoup plus compliqué à faire avec un autre boîtier, par exemple.
D'ailleurs, c'est ce qui était intéressant dans la présentation de Fred Stussin, c'est qu'il nous a bien parlé des spécificités du M et de cette prise de vue avec une visée télémétrique. Et moi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il démystifie un petit peu, comme je l'ai dit sur le chat à ce moment-là, la mise au point à tout prix, sachant que le M est un appareil qui permet des prises de vue d'une certaine façon. Et comme je ne sais plus qui le demandait, malgré le fait qu'on l'ait à l'œil quand même, qu'on ne fasse pas des photos à la volée, et qui sont très intéressantes pour la connexion avec le sujet, ou la non-connexion avec le sujet, c'est-à-dire la discrétion, et le fait de ne pas être ostentatoire devant le sujet que vous photographiez. Et en démystifiant cette fameuse mise au point, ce n'est pas très grave si on n'est pas hyper net, hyper piqué, et ainsi de suite. Voilà. Philippe nous demande si on peut reparler de la mesure de lumière et des réglages avec le M, ponctuel et autres. Alors, très bonne question. C'est vrai que ça fait partie des options un peu, je vais dire cachées, vous comprendrez quand je dis ça, c'est caché un peu dans le menu. Comme je le disais précédemment, à partir du 240, on a pu, et donc du capteur CMOS, on peut travailler directement sur le capteur. Dans un M, la mesure de lumière est pondérée et passe centrale. En fait, c'est une mesure pondérée, mais qui est sur… Excusez-moi, je vais juste prendre un M et je vais vous montrer. T'en as un, Manu? Ouais, vas-y, prends le. T'aurais pu parler. Ouais, parle, vas-y. Ouais, je montre en même temps. En fait, voilà. Donc, la mesure de lumière va se faire… Il va enlever son petit lecteur. C'est le Sumaron ou lecteur, celui-là? C'est le Sumaron. C'était lecteur. OK. Donc, vous voyez, sur l'image que nous montre Laurent, voilà, là, tu es parfait. Là. On a une bande blanche au milieu. D'accord. Ensuite, donc, une bande blanche sur une lamelle, puisque c'est un obturateur à lamelle, d'accord, donc avec un déplacement vertical. Et vous avez, entourant cette lamelle blanche, vous avez deux lamelles de gris à 18%, du gris neutre. Une cellule, en fait, et un posemètre, pour fonctionner, va justement décider de faire entrer plus ou moins de lumière pour être en adéquation avec ce gris neutre. Okay, donc, la lumière vient taper sur cette bande blanche. Il y a une cellule… Alors, un petit peu La cellule, elle est en fait… Voilà. Parfait. Elle est ici, Exactement. tout au fond. C'est une vraie cellule physique. Et donc, en fait, la cellule va calculer la vitesse nécessaire, d'accord, enfin la quantité de lumière nécessaire pour que la lumière qui se réfléchit sur la bande blanche soit identique au gris neutre, donc au gris à 18% qui l'entoure par les deux lamelles grises. Okay, donc ça, c'est je vais dire l'exposition, enfin la mesure de lumière, pardon, centrale, pondérée centrale, on va dire. OK. Depuis les capteurs CMOS, aujourd'hui, on a la possibilité de demander au boîtier d'ouvrir l'obturateur et que le calcul de lumière se fasse directement sur le capteur. Du coup, alors, ça va se jouer avec une petite latence puisque l'obturateur va s'ouvrir, le calcul de lumière sera fait sur le capteur et au moment du déclenchement, bien évidemment, l'obturateur va se refermer quand il y a assez de lumière qui est rentrée dans le boîtier, enfin sur le capteur, et ensuite, ça va réouvrir l'obturateur avant de pouvoir reprendre une photo. Donc ça, c'est un tout petit truc qu'il faut savoir. Il y a une toute petite latence. Mais du coup, vous avez accès, avec ce système-là, à la mesure spot, la mesure pondérée centrale et la mesure multizone. Alors, sur le M240, il fallait rentrer dans le menu, demander le mode de mesure classique. Donc, classique, c'est sur le rideau, enfin sur la lamelle, ou avancé. Et quand on était en avancé, c'est là où on avait accès aux 3 modes de mesure de lumière. Si nous étions en live view,
Bien évidemment, pour que le capteur, donc le live view, c'est quand on a l'image à l'écran, bien évidemment, pour que le capteur puisse vous fournir cette image-là, l'obturateur était de toute façon ouvert. Donc là, il n'y avait plus de question à se poser dans le menu, à savoir s'il fallait chercher le mode avancé ou classique. Voilà. J'espère que c'était assez clair. Pour petite comparaison avec ceux qui sont argentiques ou qui ont eu de l'argentique, voilà M6. Et donc, le M6, lui, avait la même cellule, mais qui venait taper sur un point. Et donc, c'était une mesure quasi spot, qui était, on va dire, d'une valeur d'entre 6 et 10% de la valeur globale de l'image, alors que sur ceux actuels sont plutôt de l'ordre de 15-20, c'est ça, Manu? Ouais, c'est ça, à peu près, ouais. Alors, avec un tout petit truc à savoir, c'est que pour ceux qui aiment faire des photos, on va dire notamment, par exemple, de coucher de soleil ou d'horizon ou même peut-être des fois de montagne, je pense à Gilles, par exemple, suivant l'orientation que vous pouviez donner à votre boîtier, vous pouviez tomber dans le ciel ou alors sur le sable, sur l'eau, sur les massifs montagneux et autres. Et donc, c'est vrai que c'est un mode de mesure, je parle d'une mesure classique, bien sûr, c'est un mode de mesure qu'il faut prendre en main, mais on s'y fait très, très rapidement, hein. Ça peut être déconcertant dans les premières images. Voilà. Alors, il y a un truc tout bête, hein, quand vous êtes on va dire, en rupture avec l'horizon qui serait justement sur la ligne blanche et qui passerait pof en ligne grise ou autre. Un truc tout bête, c'est que vous pouvez mettre votre appareil comme ça, tout simplement, et que vous gardez la mesure qu'elle a en mémorisation et vous le retournez après. Ben voilà, tu réponds mesure. justement à la question de Philippe, qui demande quelle est l'incidence donc de ces bandes par rapport au M6, qui est central, enfin qui est circulaire, on va dire. Ouais, un M6, en fait, que vous tourniez dans n'importe quel sens, c'était la même chose. Alors que là, vu que vous avez le rond qui vient travailler sur cette valeur-là, parce que je vois que Fred dit qu'il ne comprend pas, en fait, on peut arriver à la limite où, par exemple, on aura le ciel bleu en haut et des arbres en bas, et auquel cas, à peine on oriente son appareil, pof, on tombe en 2 diaphes de surex ou 2 diaphes de sous-ex, voire même plus. Et donc, pour pallier ce problème-là, il suffit de faire ça, et auquel cas, vous avez un peu de ciel, un peu d'arbres, et donc il fera une mesure moyenne. C'est le principe des mesures pondérées qui existent sur tous les boîtiers du marché. Si tu as une question plus précise, Fred, n'hésite pas à ouvrir ton micro, hein. Il n'y a pas de semi-déclenchement. Vas-y. Je veux dire, il n'y a pas un premier coup où on fait la mesure de la lumière et après on appuie pour prendre la photo. En fait, je ne vois pas exactement quand on penche l'appareil. Du coup, on prendra la photo penchée, on prendra pas. On peut mémoriser l'exposition. Comment on bien la sûr que oui. mémorise? C'est ça que je ne sais pas. À mi-course, en restant à mi-course sur le déclencheur. C'est ça que je pensais qu'on ne pouvait pas sur les cas, en fait. Parce que ça faisait il y avait qu'un cran. Non, il y a sûr que si. Non, il y a toujours eu la mesure sur tous les boîtiers, quasiment, il y a cette mesure avec mémorisation à mi-course. Tu le vois dans un viseur, d'ailleurs, quand tu es, par exemple, en priorité ouverture, tu as dans le viseur en fait, des LED qui t'indiquent la vitesse qui est calculée par le boîtier. Et si tu presses à mi-course ton déclencheur, tu vas avoir un petit point juste à côté de la vitesse. Alors, à partir du 125e, tu vas le voir entre le premier chiffre et le deuxième chiffre. Et quand tu es dans des vitesses plus lentes, par exemple 90e, 60e et ainsi de suite, tu vas l'avoir juste à gauche de la valeur. Voilà. Et en fait, tu laisses ton doigt appuyé à mi-course, tu recadres ton image, donc tu calcules ta lumière, tu enregistres ta lumière, tu fais ton recalage image, le cadrage, et ensuite tu appuies plus fort. Et alors là où ça peut peut-être prêter à confusion, c'est que sur le M8 et sur le M9, il y avait un mode discret et doux. Le mode doux, en fait, ça venait annuler cette course en 2 temps, on va dire. Voilà. Et donc, en mode doux, ouais, c'est ça. Et en mode discret, en fait, on pouvait, puisque le rideau se réarme
quand on relâche le déclencheur, et en mode discret, en fait, il fallait, donc c'était quand on ôtait le doigt du déclencheur que ça se réarmait. Et en fait, du coup, le réarmement ne se faisait que quand on le relâchait, et on pouvait, par exemple, quand on était dans des photos de spectacle ou autre, baisser son appareil pour essayer de faire moins de bruit, le relâcher, voilà, pour pas que ça dérange. Il y a Gilles qui rappelle quelque chose, en effet, justement, c'est le fait qu'avec ce système de réglage, rien ne vous empêche, avec un M, souvent de travailler en manuel, donc d'avoir votre prise de lumière. Et c'est surtout l'intérêt par rapport à une lecture sur le capteur, donc matriciel ou pondéré ou spot, c'est d'avoir cette instantanéité qui est la force du M et que vous perdez dès lors que vous prenez les modes avancés, puisque vous êtes en live view. Et comme l'a dit Emmanuel, en mode live view, vous avez ce souci, c'est que vous n'êtes plus du tout aussi réactif en termes de déclenchement. À l'instant T, aujourd'hui, un Leica M reste le boîtier le plus rapide au monde en termes de réactivité au déclencheur pour un appareil avec un obturateur mécanique. D'accord ? Et ça, il n'y a aucun appareil sur le marché qui est plus rapide que lui. Évidemment que si vous commencez à l'utiliser comme un appareil dit, entre guillemets, viseur électronique ou autre, eh ben, vous perdez cet avantage et vous perdez cette instantanéité. Je peux me permettre de revenir juste sur le mode discret et doux. Il me semble qu'à une époque, certains le déconseillaient. Il déconseille les deux en même temps. Ah, d'accord. Pour des raisons mécaniques, pour des raisons qui me dépassent un petit peu, parce que je ne suis absolument pas électromécanicien. Mais à force, en fait, le mode discret et doux il est apparu sur certains boîtiers que l'utilisation à outrance donc des deux propriétés, discret et doux, pouvait faire bugger l'obturateur. D'accord, mais l'un ou l'autre, il n'y a pas de problème. Non. Okay. Merci. Tu te sers encore de ton M9, Philippe ? Ben, un bon vieux CCD, c'est vachement beau. Ah, ben voilà. Non, mais c'était pour ça que je te posais la question. Voilà, et puis le M monochrome, j'ai la première génération, et c'est ça, j'adore. J'adore le rendu d'une Trix, c'est le piqué d'une Trix, c'est le grain d'une Trix, c'est tout ce qu'on veut. Ouais. Mais bon, il y a des nouveaux boîtiers qui font aussi du noir et blanc et pareil, hein, mais j'adore celui-là parce que, oui, je suis exactement dans les rendus que je faisais avec mes pauvres Trix, que j'essaie de pousser au maximum à 1600 dans mon microl, et là, j'ai la même qualité. Ouais. Ben justement, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'adorateurs. C'est pour ça que je te posais la question si tu avais eu le M8 en premier boîtier numérique. C'est qu'il y a encore et toujours des adorateurs du CCD qui a une image très fine, qui est très particulière, une chromie, en tout cas sur les Leica, qui est vraiment très, très belle. Notamment parce que c'était un capteur Kodak. On a été toujours très, très proche de Kodak. Et nos optiques étaient calibrées pour de la Kodachrome 64 notamment. Donc, il y avait encore ce petit côté historique. C'est vrai qu'avec le 240, on est passé tout de suite, donc le premier capteur CMOS, on est passé sur une image qui était un petit peu plus, alors c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, mais un peu plus japonaise, un petit peu plus numérique, un petit peu plus criarde, on va dire, voilà. Même si c'est un très très bon boîtier, les fichiers sont très beaux, hein. Et c'est vrai qu'avec le M10, M10P aujourd'hui, peut-être encore plus avec le M10R, on retrouve tous les avantages de ce capteur CMOS et toutes les propriétés qui sont très avantageuses avec ce type de capteur, mais on retrouve cette structure d'image qu'on avait sur les premiers, notamment sur le M9 que je connaissais particulièrement bien. Voilà, donc c'est un petit mix. Et pour revenir au monochrome, c'est un petit peu pareil. Le monochrome CCD, donc sur une base de M9, est magnifique, une structure d'image très très proche d'une Tri-X. Quand la deuxième version, donc sur une base de 240, elle avait une image qui était un petit peu moins punchy, on va dire. Par contre, après un bon travail sur un Lightroom, on avait des fichiers juste extraordinaires. Et c'est vrai que le M10 monochrome, lui, il fait encore un petit peu cette jonction entre les deux avantages des deux boîtiers. Donc, d'une part, une structure d'image, et puis d'autre part, une souplesse de travail et puis des performances hallucinantes. Voilà.
pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être aussi entre les variations de tous les boîtiers, la grosse évolution a eu lieu entre le M240 et le M10. C'est-à-dire que jusque-là, les gens, les aficionados de Leica, se sont plaints, entre guillemets, à certains moments, de la taille du boîtier qui, entre le M9 ou ME et M6, était surtout en épaisseur plus épais. Et donc, on avait une prise en main qui était un peu moins facile. Ce n'est pas facile à voir, là. Mais en gros, ça fait 3-4 mm de plus dans l'épaisseur. Et donc, quand on l'avait en main au niveau de l'ergonomie, on le trouvait un peu épais et les petites mains avaient un peu de mal. Et le M9 et le M240 avaient ce format-là. Et avec l'arrivée du M10, on est revenu sur un boîtier exactement des mêmes volumes et donc avec des gens qui s'y sont retrouvés, entre guillemets, par rapport au M argentique, M7, M6 et les prédécesseurs. Voilà. Fredo, je vois ta question par rapport au monde Leica que tu dois présenter dans 2 clubs photo. Ce que je pourrais te proposer, c'est qu'on en parle, peut-être pas ce soir, mais qu'on se contacte directement pour voir comment on pourrait… Si l'apéro est bon, viens. Ça dépend où habite Fredo. Enfin, je dis Fredo parce que même, on s'en fiche. Hein. Pour un apéro, on est prêt à tout. Au fin fond du Massif central, ou à partir du moment où il y a du bon vin, de la bonne charcuterie et du fromage, c'est bon. Oh ben, Nancy, Fred, on est des locaux de l'étape. Tu as reçu donc les invitations Zoom via l'adresse Leica Academy. C'est tout simplement Laurent et moi qui recevons les mails, donc tu peux y aller. Hein. Tu nous envoies un petit mail et puis on essaiera on se trouve un moment pour en discuter. Nancy Épinal, on y passe au moins 1 ou 2 fois par an minimum. Surtout en 2020. J'y avais fait 2 interventions chez Miss Numérique, dans leur nouveau magasin à Nancy. Et j'avais même fait un workshop dans la banlieue de Nancy, au bord du lac de, je ne sais plus l'étang. Et j'ai fait un workshop qui a très bien marché, où des gens de la France entière sont venus faire de la photo au Leica, au bord d'un étang en Lorraine. Comme quoi, on n'est pas obligé d'aller à Saint-Trope pour attirer les gens. Recule-toi un peu là, Laurent. T'as fait une blague. Ah là là. Donc voilà. Oui, Photantique aussi, oui, bien sûr. C'est beau. Je ne sais plus s'il est encore… il est peut-être plus Leica boutique. Hein. Il revend du Leica, oui, mais il n'a peut-être pas le contrat où il peut tout avoir. Je ne sais pas. À vérifier. Mais bien sûr, oui. Donc, les clubs, c'est toujours intéressant. Pourquoi? Parce qu'on y croise des gens passionnés, évidemment. Et puis nous, la force qu'on a, sans se gonfler les chevilles, c'est le fait qu'il y a une vraie histoire chez Leica, qui est donc très intéressante, qui est en rapport et totalement en lien avec l'histoire de la photographie en général. Donc, ça permet on va dire, de passer un bon moment, une bonne soirée ou un bon moment en parlant d'histoire de la photo et puis d'y adosser l'histoire de Leica qui en fait totalement partie et qui l'a accompagné pendant plus de 100 ans. D'ailleurs, Laurent et moi, juste avant le confinement, couvre-feu et confinement, on avait entrepris le Leica M Tour, qui justement n'était pas basé sur la démonstration des performances du nouveau boîtier ou des boîtiers Leica, mais c'était plus justement des discussions à bâton rompu sur l'histoire de Leica, sur les petites légendes, enfin les petites histoires qui font la renommée de la marque. Et pour le coup, ça avait intéressé tellement de monde. On a fait des sessions, c'était divisé par 5 hein, à cause des conditions sanitaires, mais on terminait les journées en ayant rencontré facile 40 personnes. Quoi. Et ça, c'est toujours très encourageant, positif, et puis amusant de voir que ça… Il y a un mythe autour du M. Hein, voilà. Il y a tellement eu de grands photographes, on entend tellement de choses.
Oui, Gabriel, on va le refaire. Alors, est-ce que ça sera que autour du M? Peut-être pas. Est-ce que ça sera… Ouais, bien sûr. Mais le terrain manque de toute façon. Il faut savoir, Gabriel, qu'à chaque fois qu'on fait une intervention, il faut bien, alors il faut être un petit peu en lien avec la maison, entre guillemets, c'est-à-dire bien suivre les réseaux ou être sur la newsletter ou autre. Mais à chaque fois qu'on intervient, soit pour un workshop, soit pour même une présentation purement de nouveaux produits, on parle beaucoup d'histoire, c'est-à-dire que dans nos sacs, on a systématiquement du matériel ancien. On se promène avec des pièces mécaniques, on se promène avec de la métallurgie, avec des blocs de laiton, avec de l'usinage et des coupes d'objectifs. Et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours dans notre bagage. Et quand je dis qu'on est les colporteurs de l'ECA, c'est un peu ça. On a notre sac à dos et on se promène avec tout ce matos pour que vous compreniez bien la différence de cette marque avec les autres. Sans dire qu'on est les meilleurs ou autres, mais qu'on est complètement différent parce qu'on a cette façon de voir les choses et de fabriquer les choses et d'être historique que les autres n'ont pas. Alain, pour répondre à ta question sur la Belgique, oui, c'était prévu, mais le Covid a été beaucoup plus rapide que nous. C'était prévu sur fin novembre. Donc, fin novembre. Et puis, on avait une autre intervention sur Bruxelles le 5 ou le 7 décembre. Je crois que c'était le 5 décembre, pour être précis, et notamment en partenariat avec le Hangar, qui est un lieu d'exposition à Bruxelles, et Photogalerie, le revendeur Photogalerie, et on n'a pas pu le faire. Et notamment, c'était avec Fred Stussin qui faisait un workshop pendant une grosse expo avec beaucoup de leicaïstes. Et ça va être remis à plus tard. Mais la Belgique, mes 25% de sang belge m'obligent à y aller, de toute façon, avec grand plaisir. Et puis, encore plus que l'apéro, j'adore les frites. Ah, dans le sud. Et c'est un festival, il y a un thème en particulier, il y a quelque chose qui le diffère des autres. Comment il est organisé, ce festival? Je peux prendre la parole, Alain. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui, Oui, tout très à bien. fait. Oui, c'est un festival, disons, on organise chaque fois, donc c'est tous les 2 ans. Ouais. Et donc, une vingtaine de photographes donc, qui exposent dans un ancien palais de justice. Et c'est quoi? C'est la 10e année. Et je vais dire, on a chaque fois un invité. L'année dernière, on avait Guy Le Quérec. Je vais dire, on a chaque fois un petit peu, on a eu Serge Picard, Serge Picard vient donner des stages. Enfin, c'est un petit peu dans ce contexte-là. Et on essaye chaque fois de mettre un peu des conférences, des choses comme ça. Et on avait eu contact un peu avec les CAN. Le problème, c'est qu'on est dans le sud. Bruxelles ne veut pas trop se déplacer. On a difficile d'avoir des contacts. Le Luxembourg, il n'ose pas venir en Belgique. Moi, je suis vraiment dans le sud, donc près de Longwy, près du Grand-Duché de Luxembourg. Ouais. Et donc, on arrive à fin de compte, on n'arrive pas à avoir, tu vois, c'est très compliqué. C'est pour ça que je vous posais la question. Mais ce que je ferai, peut-être je vous recontacte une fois par mail, une fois pour expliquer. Ça dure un mois, c'est durant le mois de mai. On organise des stages. On a eu jusqu'à un moment 35 stagiaires, je veux dire. Ouais, on a débutants, enfin un petit peu, toutes sortes d'activités qu'on met durant la. Donc, mais je vous recontacte. Oui, bien sûr. Comme ça, on fera un petit peu. Il faut savoir que le mois de mai, c'est le mois qui est le. Oui, j'imagine. C'est des mois qui sont remplis de tout un tas de festivals et autres animations. On verra. Même une soirée, ou même on verra bien. On verra un petit peu comment ça peut s'arranger. Ok. Ça va. Okay, merci. Et vous êtes équipé Leica, vous, Alain? Moi, oui, maintenant, depuis un an, j'ai un Q. Ouais. Et franchement, j'adore. Et c'est comme ça que je dis, j'hésite des fois peut-être à M6. Il y a un ami qui a un M6, tu vois. Enfin, je veux dire, et tout ça, c'est intéressant. Enfin, c'est différent. Franchement, c'est bien. Ok. Oui, merci. Parfait. Vous avez d'autres questions, peut-être? Est-ce que vous souhaitez que je repartage un petit peu le diaporama que Fred avait présenté donc mardi, c'est ça? On peut revoir certaines de ces images.
Il y a quelques images qui sont intéressantes, je trouve. Ils sont super bien. Attends. Est-ce que vous voyez? Ouais. Non, mais tout est bien, mais je veux dire, il y a des images qui sont intéressantes sur le côté didactique de l'utilisation du M. Sans parler évidemment du travail artistique. Donc tout ça, c'est son travail qu'il a fait à Las Vegas. Et je crois qu'il en avait exposé une certaine partie au festival de Sète. Ça y est, c'est parce que je cherche son nom, je ne m'en souviens plus. Singulier, là. Ça, c'est Sète. Tu es un peu trop grand format, je crois, là, non? Ben, je ne sais pas, j'ai l'impression que la jeune fille, on en voyait plus, le fameux portrait. Ouais, elle est trop cadrée, là. Non, Elle est plein pot. Il ne me semble pas. Hein. Non, non. Bon, alors c'est moi. Ajuster la fenêtre, ça doit être trop. Voilà. OK. C'est qu'en fait, quand c'est passé, il faut que je la descende en quantité. OK. Ils sont mignons et en même temps très effrayants, je trouve. Donc là, c'est sa série de portraits. Alors, il y en a beaucoup qui sont faits, notamment à Cannes, parce que Fred a été très souvent à Cannes. Il était en commande. Il a fait plusieurs papiers là-bas. Il a été pour Libé, il a été pour Grazia aussi. Ce qui était intéressant, c'est de se rendre compte pour certaines personnes qui ont des fois des hésitations quant à l'utilisation d'un Leica pour certaines choses, du style un Leica, c'est pas fait pour faire du portrait, un Leica, c'est pas fait pour faire du sport, un Leica, c'est pas fait pour ceci ou cela, un M. Et ben voilà, des photos OM et avec des focales plutôt courtes par rapport à ce que beaucoup utilisent avec des réflexes ou des appareils mirrorless actuels qui, eux, plutôt privilégient les focales un peu plus longues pour faire du portrait. Donc là, c'est intéressant de voir qu'ils travaillent au 50, voire même au 35 pour certaines photos. Alors pour vous, ça ne changera pas grand-chose, mais c'est vrai que l'autre jour, c'est Fred qui a diffusé les images depuis son ordi et on ne se rendait pas bien compte de la qualité du fichier. Là, j'ai la chance d'avoir le PDF avec moi et donc je la regarde en même temps que vous. Mais il y a un piqué qui est hallucinant sur ces images. Et avec Zoom, enfin avec la transmission comme ça, pardon, on ne s'en rend pas bien compte. Voilà. C'était juste la petite précision que je voulais apporter. Il y a beaucoup de nuances qu'on ne voit pas d'ailleurs. J'adore cette image. Celle-ci aussi est magnifique. Ouais. Alors, je me demandais, je ne sais pas si je peux zoomer en même temps. Non, je ne peux pas zoomer. Je voulais savoir quel était le tatouage qu'il avait dans le cou. C'est son code barre de mutant. Donc ça, c'est le fameux couple qui se marre constamment, sauf pour la photo. Ouais, et ça, c'est la France vue d'ici. Voilà, et c'est toutes ces images-là qui étaient très intéressantes, je trouve, parce qu'il n'y a pas obligatoirement de netteté absolue, mais il y a vraiment une image qui est forte, qui est pleine, qui a sa raison d'être par le sujet et par le cadrage du photographe, évidemment. Et c'est bien là où il a bien expliqué que, je crois que c'était à Fredo d'ailleurs, qu'il mettait l'appareil à l'œil, que ce n'était pas des photos volées. Et
c'était très intéressant d'entendre dire que ça légitimait aussi le fait qu'il était photographe et qu'il faisait une image, que ce n'était pas quelque chose qui venait voler sans que les gens le sachent. Et ces images, si vous les regardez, beaucoup ne sont pas obligatoirement ultra nettes ou pas obligatoirement nettes où elles devraient l'être, mais au moins elles ont une force. Si on reste dans un côté purement technique, si on compare des images prises avec un Leica M qui, par nature, a une mise au point manuelle et un système autofocus, l'autofocus va vouloir se caler quelque part. Alors, est-ce que c'est le sujet qui nous intéresse ou pas? Bon, on ne sait pas trop. Généralement, on va avoir un collimateur central. Mais s'il n'a pas réussi à faire le focus, la photo, il ne la prendra jamais, l'appareil. Voilà. Et donc, possiblement qu'on va tomber à côté de très bonnes images parce que le boîtier n'aura pas loqué son sujet, on va dire, ou accroché son sujet. Avec le M, bon, vous pouvez être complètement dans les choux au niveau de la mise au point, mais la photo sera prise de toute façon. Et donc, c'est vrai que c'est assez marrant, comme je ne sais pas si vous étiez là quand je le disais, mais on avait été en Allemagne avec Fred, on l'avait invité pour une sortie d'un produit, et je crois que c'était pour le Leica Q, et le voir, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Fred, il fait 1m80, plus de 90, hein. Il est tout fin, mais bon, il est quand même assez, pas imposant, mais en tout cas, on le repère, on le voit. Et en fait, quand il est dans une masse de personnes comme ça, c'était à la gare de Francfort, il avance, je ne dirais pas qu'il court vers les gens, mais il avance d'un pas très décidé, il ne s'arrête pas, il n'y a pas de variation dans la vitesse, et en fait, il rentre vraiment dans la foule et il vient shooter. Alors, bien évidemment, il a préparé sa lumière avant, il sait exactement quel est l'arrière-plan qu'il y a, il prépare, c'est pas fait comme ça aveuglément, mais et dans le train, donc du coup, dans le train allant à Paris, il m'a montré des images et j'étais assez bluffé par ce qu'il avait réussi à sortir. À nouveau, quand je vous parlais de réactivité, ça faisait partie de ce constat, c'est que même si vous avez l'autofocus le plus rapide du monde, de facto, il y aura un temps de latence qui se fera pour faire la mise au point. Alors que sur un M, eh ben, vous ne l'avez pas. Et quand vous avez le temps du système d'autofocus qui se met en route, le temps de l'exposition qui, à la rigueur, peut être faite sur un mirrorless, comme on l'a dit tout à l'heure, et donc après un temps de latence au niveau de l'obturateur, eh ben, ça fait pas mal de microsecondes, et donc du coup, l'instant décisif, vous le paumez. Celle-ci en est une preuve. Pour ceux que ça intéresse, une fois qu'on aura passé toutes les images, on pourra peut-être revenir sur la pratique de l'anticipation de la mise au point avec l'hyperfocale et puis le travail avec la plage de profondeur de champ, si ça vous intéresse. Oui, Francine, donc, qui pose la question. Oui, bien sûr, tout le monde travaille encore avec l'hyperfocale, et enfin tout le monde, tous les gens qui le peuvent, c'est-à-dire qu'en fait, le problème de l'hyperfocale, c'est qu'elle est tombée en désuétude parce que à partir du moment où il y a eu l'autofocus, plus personne ne mettait d'échelle de profondeur de champ sur ses optiques. Donc, si vous reprenez, parce que je suis un passionné de photos ou toutes marques confondues, et si vous regardez, alors il faut que je me voie pour faire parce que sinon je ne vais pas y arriver. Si vous regardez une optique de ce type-là, qui est une optique Olympus par exemple, hein, qui a 40 ans, eh ben, il y avait à l'époque, je vais la trouver ici, il y avait une échelle de profondeur de champ. Donc là, c'est une focale longue, donc elle est étroite, mais il y avait une échelle. Et donc ça existait sur toutes les marques. Et aujourd'hui, plus beaucoup d'appareils autofocus l'ont. Et l'autofocus prenant la main, vous ne pouvez pas le gérer vous-même. Alors que là, vous pouvez le gérer vous-même. Vous pouvez choisir de la mise au point que vous allez effectuer pour être net de telle à telle distance. Et ça, Leica ne l'a jamais enlevé de ses objectifs, et donc l'a permis de pouvoir avoir ce travail en hyperfocale. Et sur les autofocus, on a un système, nous,
qui font que vous avez une échelle qui apparaît à partir du moment où vous travaillez avec le doigt sur le déclencheur et que vous travaillez en manuel. Vous pouvez faire apparaître une échelle de profondeur de champ de la même façon que celle-ci avec l'objectif, et de la même façon, vous allez pouvoir travailler en hyperfocal avec un SL2 ou avec un S. Ici. Tout à fait, Philippe. Voilà. Il faut vraiment, tu peux aller choisir tous les modes que tu veux. Il faut vraiment que tu te mettes sur le mode avancé pour avoir la mesure de lumière multizone. C'est celui que tu choisis. Voilà. Et d'ailleurs, tu l'entends bien au démarrage de ton appareil. Tu vas entendre l'obturateur s'ouvrir. Alors que si tu restes sur un mode classique, tu n'entendras rien. Tu verras simplement ta diode rouge qui va t'indiquer que tu l'allumes et c'est tout. Est-ce que certains donc, sont intéressés pour qu'on réexplique comment on lit l'échelle et comment très souvent on va utiliser, notamment je sais qu'un Fred l'utilise quand il a les conditions de lumière nécessaires. Ouais, tu vas pouvoir le faire. Patrice, lui, demande pour le temps de réveil. Alors justement, j'avais quelques pros qui me posaient la question des fois et en fait, un M ne consomme pas l'énergie par rapport à un autre boîtier, très peu, à partir du moment où vous le laissez en vrai veille. Mais il ne faut pas l'éteindre. Et si vous êtes en veille et que vous l'avez mis avec une extinction automatique, la mise en route est très, très, très rapide. Il ne faut surtout pas l'éteindre. Et quand vous l'avez en veille comme ça, vous inquiétez pas, il ne consomme pas du tout d'énergie. J'avais fait le test avec, je ne sais plus avec qui c'était, qui me posait la question. Ce n'était pas avec Guy Le Quérec, mais c'était avec… bref, on a tenu, la batterie a tenu sans problème plus d'une journée l'appareil allumé. Alors, si on revient donc à l'utilisation de l'échelle de profondeur qu'il y a sur toutes les optiques Leica M. Alors, bien évidemment, une profondeur de champ, elle va différer avec plusieurs choses, notamment l'ouverture, mais aussi, parce que c'est… Ah, c'est ici. Pardon. Surtout avec la focale. D'accord? Donc, plus on a une focale qui est large et plus la profondeur de champ est grande. OK? Sur une optique, sur un repère comme celui-ci, il y a plusieurs choses. Ici, je bouge la bague de mise au point. Et si on regarde, alors on a deux échelles de mesure. On a l'anglo-saxon en pied et le reste du monde hein, en mètres. On est d'accord. Donc, je suis ici sur 10 mètres, 3 mètres et ainsi de suite. OK. En dessous, là, donc, c'est très compliqué. Moi, je suis vraiment très mauvais à ce jeu-là. Ici, donc, on est sur une ouverture de 2, on est centré, d'accord? On est sur le point focal. OK, donc là, je suis vraiment à 1,2 mètres. Ici, je suis vraiment à 1,5 mètres. Si on regarde mon diaph, ici, j'ai le point blanc qui m'indique que je suis sur F11. Si on regarde ici, j'ai deux F11. J'en ai un ici, et j'ai un trait qui suit et qui va m'indiquer une distance, et j'en ai un deuxième qui est là et qui va m'indiquer une autre distance. Eh bien, sur un 28 mm, quand on est à f11 et que j'ai fait mon focus à 1,50 m, ma profondeur de champ est de, enfin, elle commence à donc 11 à 90, ouais, même un peu plus, hein, tu vois, il y a une grande différence, on va dire 95 cm et f11, on va dire 4 mètres. Ça veut dire que là, si je déclenche sans faire ma mise au point, je suis dans la rue, tous les sujets qui seront entre 95 cm et 4 mètres seront nets. D'accord? Alors, seront nets, seront dits comme nets, parce qu'il y a toujours le point focal qui est là, en fait, d'accord, qui sera le plus net possible. Ce qui veut dire qu'on va travailler très souvent
Alors, bien évidemment, f11, ça veut dire un minimum de lumière. Dans la rue, on va très souvent travailler à l'infini ici. On suit son échelle. On est, ici, f11. Quand je me cale à l'infini, mon optique, elle ne bouge plus. Je sais que toute l'image compris entre 2,50 m et l'infini sera nette. Du coup, je me balade, je suis dans la rue, je me concentre uniquement sur mon cadre, sur ce qui m'intéresse, et je shoot. Je shoot, je shoot, je shoot. Et tout est net. Ou alors, je suis un photographe qui est toujours ou qui veut toujours insérer son sujet dans une certaine distance. Par exemple, si on regarde les images de Fred, par exemple, ce couple de vieilles personnes n'était ni trop près ni trop loin. Et très souvent, en fait, pour que les photographes considèrent que pour que le sujet ait un certain intérêt, il faut quand même qu'on soit assez proche. Et donc, ils vont plutôt, eux, travailler, ils vont essayer de se caler pour avoir leur sujet qui sera compris entre, par exemple, je ne sais pas moi, 2 mètres. Donc 2 mètres, on le met, 2 mètres sur le 11, F11. Voilà, et on sait qu'on sera net jusqu'à, bon, alors c'est pas vraiment l'infini finalement, mais c'est sur un 28 mm, ça sera beaucoup plus loin, peut-être une trentaine de mètres. Voilà. Alors, bien évidemment, comme je le disais, là, je suis à F11. Suivant la lumière, on aura peut-être plutôt tendance à fermer, enfin, ou à ouvrir à 8 plutôt. Et puis, bien évidemment, ça, ce n'est possible que sur des grands angles. Dès qu'on va arriver sur du 75, 50 mm. ouais, pardon, décale-toi. Attends, c'est 50 à peau. 50 à peau. Voilà. Très petit. Sortent en matos. La distance est. Attendez, je vais. Quelqu'un qui a parlé en même temps. Ouais, la distance, l'amplitude est beaucoup plus courte, du coup. Donc, il y a vraiment des optiques et des focales qui sont faites pour ça. Voilà. La vitesse, pour répondre à la question de Fredo, la vitesse, notre ami Fred en a parlé à un moment donné, notamment dans ses photos je crois que c'était des photos de voyage. Hein. Je ne sais plus dans quel pays c'était, mais en tout cas, il nous expliquait bien que la lumière ne changeait pas. Donc, on fait des tests. On a la chance d'être en numérique aujourd'hui, ou alors on avait une cellule à l'époque, on fait des tests, et finalement, on ne change pas sa vitesse. On ne change pas sa vitesse, et puis on y va. Ou alors, on travaille en priorité ouverture, par exemple, ou en priorité ISO, maintenant qu'on peut le faire. On vient fixer une vitesse, on vient fixer bien évidemment son diaph dans ce mode de prise de vue. Et puis, on laisse les ISO faire, en sachant que les boîtiers aujourd'hui, et notamment le M10R que j'ai avec moi, sont de toute façon de plus en plus qualitatifs sur les montées en sensibilité. Mais sinon, on peut travailler en tout manuel à partir du moment où la lumière n'est pas changeante. Voilà. Ça, c'est une nouvelle façon de travailler qui existe que depuis que les systèmes ISO sont maintenant électroniques, qui n'existaient pas avant. Avant, vous choisissiez vos ISO et point à la ligne. Et c'est vrai que c'est un énorme avantage. Moi, je ne suis pas un utilisateur parce que je suis peut-être un vieux con, je ne sais pas. Mais beaucoup de gens se sont mis au auto-ISO. C'est vraiment très, très intéressant parce que ça vous permet justement de pallier ces problèmes. Et une fois que vous aviez bien paramétré vos auto-ISO, vous savez que vous ne voulez pas aller au-dessus d'une certaine sensibilité d'ISO pour ne pas avoir de grain, mais la vitesse va monter automatiquement quand vous manquerez de vitesse. Et donc, ça, c'est intéressant. C'est une façon de bosser en plus avec l'hyperfocale qui est assez performante. Par contre, on a beaucoup de luminosité par rapport à une scène qu'on voudrait. Alors, des fois, c'est mieux de le mettre en manuel, je pense. Non, rien à voir. La sensibilité ISO et la lumière n'a rien à voir. Fred. La 400 ISO ou 6400 ISO, c'est la même chose en termes de lumière à partir du moment où l'exposition était bien faite, où le couple vitesse-diaphragme est le même, c'est la même chose. Tu ne verras pas de différence. Il n'y en a pas une qui sera plus claire ou plus sombre. Oui, je vois ce que tu veux dire, Laurent. Oui. Tu peux faire une photo de main de fleurs à 6400 ISO. À partir du moment où tu te mets au 4 millième de seconde et que tu te mets à 8, tu auras la même image, si je ne te le dis pas, qu'avec une 100 ISO et où tu t'es mis à 2 et à 125.
D'accord. La lumière n'a rien à voir avec ça. Pour moi, une photo qui est exposée par rapport aux ISO automatiques, elle sera plus lumineuse qu'une photo qu'on aura par exemple sous-exposée. Tu viens de dire le mot, parce que tu l'as sous-exposé. Oui. Oui. Tu as choisi autre chose, c'est toi qui as choisi manuellement. Même sans Ça parler. veut dire qu'en auto, on ne pourra pas le choisir. Ah non. Tu peux faire une correction d'expo par contre. Hein. Après, ça devient une... Mais là, bon, ça sert plus vraiment à rien de travailler avec les auto ISO. Du coup, et d'ailleurs, c'est bien souvent, on se fait avoir par le posemètre qui, lui, va considérer, rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, avec le gris à 18%, vous faites une photo dans la nuit, quel que soit le boîtier, là, on sort du cadre du M, et quel que soit le boîtier, vous visez alors, Laurent le sait bien, mais j'habite à côté de la Défense. Très souvent, je fais des tests boîtiers sur la Défense. Quand je le fais la nuit, il y a forcément énormément de ciel noir, du coup, noir la nuit. Si je laisse en tout automatique, il va essayer de remonter ce noir pour qu'il devienne gris. Donc, il va surexposer l'image, enfin surexposer par rapport à ce que mon œil voit de peut-être 10 diaphes. Mais il va éclater tous les détails qui vont être sous les lampadaires, sous les halogènes, toutes les lumières qui sont encore éclairées, même pendant le confinement, dans les tours de la Défense. C'est hallucinant d'ailleurs, c'est un sapin de Noël le truc. Et voilà, et donc c'est là où on va commencer à jouer soit en manuel, soit en semi-automatique, soit en correction d'exposition. C'est ce que dit d'ailleurs Gilles. À ce moment-là, vous travaillez et vous venez ajuster. Alors à l'époque, sur un M9, on ajustait derrière avec la molette, on surexposait ou on sous-exposait directement au pouce. Maintenant, sur les nouveaux boîtiers M10, c'est derrière aussi. Il suffit d'ajuster ici et de surexposer ou de sous-exposer. Sachant que c'est moins facile à voir avec un M, puisqu'un M n'a pas de live view, entre guillemets, si vous l'utilisez avec un télémètre. Et donc, vous devez avoir l'expérience, parce que quand on n'a pas l'expérience, on ne sait pas ce que ça donne visuellement de sous-exposer de 2 diaphes ou de surexposer de 2 diaphes. Ça, c'est l'expérience qui fait ça. Aujourd'hui, on a l'avantage avec les écrans et les appareils dits mirrorless à visée électronique, c'est qu'on le voit de suite, la surex et la sous-ex. Je suis en train de le faire, là. Mais à l'époque, on n'avait pas d'écran, il fallait bien qu'on réussisse la chose, mais on maîtrisait un peu plus les tenants et les aboutissants de notre photo. En montagne, on savait très bien que quand on avait un skieur sur un fond de neige blanc ou à la plage, sur du sable, on avait systématiquement une surexposition d'un ou deux, voire de 3 diaphes, si on voulait que ça soit le skieur ou le sujet qui était sur sa chaise longue qui soit bon et non pas le sable. Fred, tu as une question sur en street photo. Street photo. À la limite, juste pour continuer, on m'entend ou pas? Ouais, salut. Oui, salut. Juste pour continuer sur la correction d'expo, en fait, on le voit quand même bien quand on est, je parle pour le M6, mais je crois bien que c'est un peu pareil sur les numériques. On voit bien les indicateurs, les flèches d'indicateurs, là, et le petit rond central. On voit bien, on a quand même bien une information d'expo, donc on est quand même bien, si on connaît son boîtier, on sait si on est très sous-ex ou très sur-ex. Ouais, Gilles, non, mais c'est surtout esthétiquement qu'on ne sait pas. Quand on ne maîtrise pas la chose, on ne sait pas ce que ça veut dire, 2 diaphes sur un blanc ou sur un crème, ou sur. C'est quoi 2 diaphes de plus ou 2 diaphes de moins? Oui, mais ça, c'est l'expérience. Voilà, c'est l'expérience. C'est une question d'habitude, c'est tout. Voilà, aujourd'hui, on a quand même vraiment cette expérience-là qui est aujourd'hui de moins en moins, qui existe de moins en moins chez les photographes. Pourquoi? Parce que c'est pas un jugement de valeur, mais l'écran fait tout et l'écran nous donne exactement, nous met dans la situation de ce que va être l'image. Donc, on a la visualisation. Au pire, on a le Visioflex à ce moment-là, si on veut travailler comme ça. Tout à fait. Une petite question, du coup, vous allez mieux savoir que moi, sur la correction d'exposition avec le M240, j'utilisais beaucoup, donc la correction d'exposition, elle se faisait avec index sur le bouton du devant,
Et en même temps, on tournait la molette. Tu pouvais le changer, tu pouvais avoir la molette directe. Ouais, directement sur la molette. Ok. Et du coup, ce bouton de devant, du coup, sur le M10, j'ai vu qu'effectivement, on pouvait le régler. J'ai fini par lire un jour un mode d'emploi d'un des cas. Et du coup, tu n'en as pas eu besoin jusque-là, ça montre que c'est simple. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est quoi la fonctionnalité de ce bouton sur les M à la base? Regarde bien. Attends, j'enlève les autres infos. Voilà, comme ça, tu verras mieux. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y a un cadre, enfin une grille. Là, j'appuie sur le bouton de devant. D'accord? Et bon, là, je suis à un zoom à 0. Et donc, si je... Un petit coup de molette. Et en fait, ça me permet tout simplement d'aller vérifier sur mon image si je suis net ou pas. Mais ça, c'est ce qui se fait automatiquement dès que tu fais une mise au point? Alors, pas forcément. Tu peux l'enlever ça aussi parce qu'il n'y a rien de plus chiant. C'est programmable. Quand tu fais ta mise au point que tu n'as pas envie de louper et que là, tu commences à actionner ta mise au point sur ton optique. C'est l'enfer, oui. Et ça, tu peux l'enlever. Moi, je te conseille de l'enlever tout de suite. Hein. Oui. Okay. Et comme ça, tu viens donc, en fait, c'est ça la fonctionnalité maintenant. Et voilà, et tu viens de chercher. Alors, tu peux aussi, comme sur le 240, demander à avoir ton assistance à la mise au point et ta correction d'expo en laissant ton doigt appuyer dessus et en tournant la molette. Hein. Trop bien, merci. C'est une touche qui a plusieurs fonctions possibles et un peu programmable. Merci. Gilles, pour répondre à ta question, la vitesse minimum, finalement, si j'ai bien compris, hein, la vitesse minimum pour figer son image, même si nous, par exemple, photographes, nous marchons, tu parlais du 125e tout à l'heure, on ne va pas être loin. Tu auras plus ton sujet est proche et plus il faut que ta vitesse soit élevée. Voilà. Un vélo qui passe devant toi à 15 mètres alors il ira à la même vitesse, mais en fait, pour le figer, ta vitesse d'obturation devra être beaucoup plus rapide. Si j'ai dit 15 mètres, c'était une bêtise, c'était 1,50 m que s'il est à 15 mètres, justement. Voilà. Et c'est pour ça que notre ami Fred travaille en allant vers les gens, parce que dans la translation longitudinale, donc dans l'axe de la prise de vue, là, on peut descendre en vitesse plus basse. La seule limite, c'est sa vitesse à soi-même de la marche et qui peut, on va dire, qui peut être peut-être, s'il ne court pas complètement, être faite avec une qualité à peu près au niveau du 60e de seconde, ouais, je pense. À nouveau, ça participe de ces images. Vous avez vu, à chaque fois, il peut même, en fonction de l'angle de l'objectif qu'il a, il peut y avoir des flous sur les bords et pas au centre. Parce qu'il y a un effet de mouvement qui se fait avec un grand angle sur les périphéries de l'image et qui ne se font pas au centre. Ça peut être intéressant aussi. Ça, on l'obtient avec le Q, on le voit bien quand on travaille avec le Q, qui est en plus un obturateur central, et son 28 mm. Si vous descendez en basse vitesse, vous le verrez, vous pouvez avoir des images qui sont assez intéressantes. Aujourd'hui, le M est sûrement le boîtier qui vous permet de descendre aux vitesses les plus basses de tout ce qui existe sur le marché, de par le fait que justement, il n'a pas de miroir qui remonte, il a un système d'optique qui est assez compact comparé aux autres, et il a le diaphragme qui est déjà pré-réglé. Et donc, toutes ces choses-là font que seul le déclenchement agit, et que si vous maîtrisez bien votre boîtier et que vous avez un peu de dextérité, beaucoup d'entre nous qui utilisons le M sommes capables de faire des photos au 8e ou au quart de seconde sans bouger. Ce qui est quasiment infaisable avec un réflexe ou avec un appareil mirrorless actuel, si vous ne travaillez pas en obturation électronique, évidemment. Ouais. Quelle focale? Les focales standards pour ce genre de boîtier, c'est-à-dire des focales de l'ordre du 35 mm, 50 mm. Évidemment, plus vous avez un grand angle, et plus vous allez pouvoir vous permettre de descendre en vitesse. Tout à fait.
Là, j'ai le petit combo Summicron 28 avec le M10R. Donc, le Summicron 28, ça passe partout. Ça fait des images. C'est... Quoi vous dire d'autre? Je ne sais pas. Gilles Reboisson, j'ai pas l'impression qu'il ait fait sa photo de profil avec un M, par contre. Photo flash. Détrompe-toi, M6 argentique, mon petit. Non. À main tendue. J'ai le négatif, je te l'envoie si tu veux. Et je venais de Il y a les finir une métadonnées, présentation, il y a les c'était la métadonnées dernière de sur la PH. le film. On a, alors, j'ai pas le prénom, j'ai que iPad, mais on a un monsieur qui nous montre son boîtier avec son optique. Oui, c'est un... Jamel, voilà. C'est Jamel. un 35 mm d'il y a 60 ans. Magnifique. C'est un Made in Germany, je vois. C'est un 35 des années 50, 60? Oui. D'accord. Tout à fait. Sur quel boîtier on le voit? Un 2, c'est un Summicron. D'accord. Alors, Jamel, ça, c'est un style RIM 35 mm, un 4 Canada de 63. 25 et 4, ça veut dire. Eh oui. Voilà, on est passionné ou on ne l'est pas. Et tout à l'heure, Manu, quasiment mon objectif de prédilection, mais je suis un peu fou à ce niveau-là, c'est ce vieil Hector de 37. Il est de l'hiver 36-37. C'est un objectif à vis qui est monté sur une petite baïonnette. C'est un 28 mm qui ouvre à 6,3. C'est une très bonne année. Oui. Alors, santé à vous. Merci. Alors, il y avait une question de Sabri. Juste, Laurent, avant de reprendre la Ouais. question, parce que là, tu viens de parler d'une optique de 37, rappelons que nativement, les optiques depuis 1954 se montent sur les boîtiers M, et d'aujourd'hui encore. Mais Laurent a mis une petite baïonnette. En fait, il a vissé une baïonnette puisque l'optique qu'il utilise, c'est une optique à vis. Voilà. Ça, c'est les boîtiers à vis, les vissants, comme on les appelle. Donc là, les appareils de la série 2, 3 et autres avaient des objectifs qui étaient à vis. Donc, c'était très chiant à changer et on risquait d'abîmer les pas de vis. Et il n'y en avait pas beaucoup, de toute façon. Et ensuite, il suffit d'y adapter une petite bague qui, en fait, vous transforme le pas de vis en baïonnette. Et voilà. Et ça marche très, très bien. Donc, Serge, j'avais une question. D'ailleurs, Fred y a répondu. Serge n'était pas là. Ah non, c'est Sabri qui demandait, pardon. Ah, d'accord. Sabri demandait photo flash de studio. Et Fred Stussin, l'autre soir, a montré beaucoup d'images faites avec des flashs de studio OM. Et il n'y a aucun souci, c'est possible. Ouais. La seule contrainte, c'est la basse vitesse de synchroflash. Je me permets de repartager l'écran. Alors, tout ça, c'est OS, donc on n'est plus sur du M. Hein. Je vais remonter. Voilà. Tout ça, c'est du M. Et bien évidemment, c'est flashé. Donc, en fait, il a un émetteur, hein, tout simplement. On ne citera pas de marque, mais voilà, un émetteur radio et qui vient piloter ces deux flashs. Il a une synchroflash au 125e. Et donc, voilà, il va gérer sa séance au flash comme sur tous les autres boîtiers, tout simplement. Donc ça, c'est sa série qu'il avait. Mais voilà, tout ça. Pourquoi je suis... Attendez, je vais enlever. Voilà, ça. Alors, le flash, le problème, entre guillemets, s'il en est un, c'était que les premiers M avaient des vitesses de synchroflash assez basses, aux alentours du 50e de seconde. Et par contre, maintenant, sur les nouveaux, on est
on est avec des synchro-flash au 180e de seconde. Tout ça, c'est flashé, OM. Donc là, il a 2 torches, ou 2 ou 3 sources, ça dépend. Alors, Florian, par rapport à tout ce qu'on est en train de dire, parle d'un retour d'une poignée multifonction. Sans être dans les secrets, je ne suis pas certain que ce soit le cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tellement… À l'époque, ça se justifiait dans le sens où on avait vraiment qu'une gamme et qu'un système. Aujourd'hui, on a un système SL qui est très performant et qui permet tout ça. Donc, je ne suis pas certain qu'il y ait le marché, entre guillemets, pour un produit de ce type-là, qui d'ailleurs, même pour à l'époque le M240, ne s'est pas vendu à beaucoup d'exemplaires parce que ce n'était pas quelque chose qui était beaucoup usité en connecté. Il y avait à l'époque du 240, il y avait 2 types de poignées. Il y avait la poignée fine qui servait vraiment de poignée, donc avec un retour donc poignée qui se fixait dessous, et avec un retour ici sur la droite pour pouvoir bien la gripper. Et il y avait la deuxième poignée, donc il y avait le même système, mais qui était un peu plus épaisse, de à peu près ça, parce que justement, au dos, on avait la connexion USB et autres. Si on regarde des stats de vente, c'était peut-être 80 pour 80-20, quoi. Voilà, même plus, 90-10. Donc, Ah, il a été piqué au vif, notre ami Philippe. Ça l'a énervé qu'on lui montre des belles optiques, Jamel. La box, ça ressemblait Donc, à ça. il va chercher le sien. Voilà. Voilà, ça ressemblait à ça. À la poignée, oui, tout à fait. Mais tu as la poignée Pardon, je multifonction, crois que là. c'était l'objectif. Je vois pas avec les proportions de la webcam. C'est pas la multifonction, ça, Philippe? Non. Ici. Si? Fais voir au dos, tu peux nous montrer au dos? Il est où, notre ami Philippe? Je l'ai perdu. Ah ouais, il y a les petits, oui, les petits ergots. Voilà. Les petits capuchons. Ça ressemblait à ça. Ok. Bon, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, des petites astuces que vous aimeriez connaître peut-être sur l'utilisation, des choses Alors, on parle du M, on parle bien évidemment aussi des optiques, hein. Peut-être que vous avez des questions dessus. Ah, il y a Gilles qui nous partage une image du M en expédition. Oui, ben ça, on sait que c'est l'appareil idéal pour ça même. Parce que c'est léger. Alors, attends, je l'ai téléchargé. Alors, elle est où? Francine nous parle d'un certain temps de latence avec son 240. On parle de quel temps de latence? Le temps de latence entre chaque image, le temps de latence au démarrage, de quel type de temps on parle? Alors, à l'époque, Francine, je ne pourrais dire si c'était une légende, mais il était très fortement conseillé de reformater ses cartes SD avec le logiciel de Secure Digital. SD, ça veut dire Secure Digital. C'est un format qui a été inventé par cette société. Et quand on va sur leur site, je ne l'ai pas ici, je le mettrai dans le chat tout à l'heure. Ça doit être 3W, Secure Digital. Enfin, Google est notre meilleur ami pour ça. En fait, il y a un petit utilitaire qu'on vient installer, qu'on vient télécharger et installer. Et on formate sa carte
avec cet utilitaire, ça a la propriété en fait de venir accélérer l'accès aux informations qui sont sur la carte. Je le mets ici, c'est Secure Digital. Les cartes ont un énorme rôle aujourd'hui, encore. C'est-à-dire qu'en fait, si vous n'avez pas les cartes adéquates, c'est un peu comme l'essence qui irait bien ou le diesel qui irait bien dans votre véhicule pour en tirer la quintessence. Les cartes ont des vitesses de transmission qui ont un certain niveau. Elles ont une technologie embarquée qui, des fois, est de trop haut niveau pour des vieux boîtiers. Donc, il faut faire attention et bien acheter la carte qui correspond au boîtier que vous utilisez et la carte idéale. Moins vous les prenez lourdes en termes de capacité en gigas, moins vous aurez de soucis aussi. Il vaut mieux en avoir plusieurs petites que d'en avoir une seule grosse. Ça, c'est mon avis, mais l'expérience nous montre que quand il y a un bug, au moins vous avez encore, si vous êtes au fin fond de l'Afrique ou d'ailleurs, eh bien, vous aurez toujours une possibilité de vous dépanner. Et attention à la vitesse de transfert, parce que si vous avez des gros fichiers, évidemment, il vous faudra des cartes avec des grosses vitesses de transfert. Voilà, la photo de Sabri, elle est fantastique. Le studio est un peu grand, là, Sabri. Magnifique. C'est un gros studio, là. Pensez aussi, attention, à ne jamais… ça, c'est quelque chose qu'en pro, tant qu'on ne s'est pas fait avoir une ou deux fois en faisant bugger des cartes, essayez de ne jamais effacer des images sur votre appareil. Effacer une seule photo, ça ne sert à rien, ça crée des trous, l'appareil peut bugger ensuite en essayant de rechercher une place pour remettre une image qui correspondrait, mais pas tout à fait. Donc, vous faites vos images, vous les videz sur l'ordi, vous reformatez la carte et vous essayez d'éviter le moins possible le fait d'effacer de temps à autre en editing sur l'appareil des images. Et ça, ce n'est pas qu'une question de l'écart, parce que moi, à l'époque, avec des Canon ou des Nikon, j'ai eu des bugs des fois, et c'était vraiment, c'est typiquement ce qui peut arriver quand on commence à faire des choses comme ça. Ah, ça y est, je l'ai retrouvé. En fait, Une question. Ouais. Juste une toute petite minute. L'utilitaire s'appelle SD Card Formateur. Je vous l'écris ici. Je vous laisserai le trouver sur le site qui vous intéresse. On n'est pas là pour faire de la pub. Voilà. Allez-y. Je peux? Oui. On m'avait conseillé de formater les cartes sur l'appareil et non pas sur l'ordinateur. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. Pourquoi? Parce qu'on crée un dossier propriétaire à la marque qui s'appelle DCIM et qui peut être un DCIM spécifique chez Nikon, chez Canon. D'ailleurs, des fois, ils n'ont pas le même nom, et chez Leica. Et à nouveau, c'est la bibliothèque et dans laquelle l'appareil va savoir le chemin pour y aller et ranger les photos. Et plus vous l'avez formaté, quand vous avez une carte qui sort d'ailleurs d'un autre boîtier, il y a des gens qui laissent leur carte et qui ne reformatent pas, et qui ont un dossier image Nikon ou autre, eh ben, ça peut provoquer des bugs, en effet. Ouais. Eh ben, on espère, Francine, que ça sera la possibilité de trouver le petit souci. Évidemment, attention, on ne savait pas de quoi vous parliez quand vous parliez de temps de latence. Mais c'est vrai qu'un M240 n'était pas capable de mitrailler 2-3 images par seconde pendant 20 secondes d'affilée. Ce n'était pas un produit qui était capable de le faire, de toute façon. Alors après, dans certains boîtiers, on prend l'exemple d'un 240. Aujourd'hui, on parle de cartes ultra rapides. On en parlait autour du Leica Q, je crois. Laurent, si je ne m'abuse, je suis en train de chercher mes cartes. On avait la possibilité
on a aujourd'hui des appareils qui vont qui vont accepter des cartes UHS-2, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez ma caméra, je ne sais pas si vous voyez le nombre de Ouais, c'est bien. lignes de Parfait, connexion bouge pas. que j'ai derrière. Bouge pas, c'est bien. Voilà. Bon, ça, c'est l'UHS-2. Mais ça, dans un 240, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que le logiciel du 240, le hardware, ce qu'on appelle le hardware, les composants du 240, ne reconnaîtraient pas tout simplement cette carte. Je pense que ça fonctionnerait d'ailleurs, mais on pourrait demander à Philippe, peut-être qu'il a fait l'essai, mais ça n'augmentera pas la rapidité de travail. Et moi, Philippe, je pense même que ça ne marche pas dans un M9. Je n'ai jamais essayé, mais je ne suis pas sûr que ça marche dans un M9. À mon avis, non. Parce que les sophistiqués déjà en UHS-1 ne marchaient pas. Alors, les HS2, je ne suis pas sûr. Oui, dans le M9, ce n'est pas simple. Et Ouais. puis, c'était le M9 monochrome, enfin le premier monochrome. Là, j'ai fini par trouver une carte qui marche, mais j'ai eu pas mal de problèmes avec des cartes, notamment de ne pas dépasser. Officiellement, on est censé pouvoir mettre des 32 et ça n'a jamais marché. Donc, j'ai fini par trouver une 16 qui fonctionne très bien et je reste dessus, quoi. Alors, on va répondre à Eric qui nous pose la question de l'utilisation des optiques R sur du M. Peut-on mettre tous les objectifs Leica R sur du M ou simplement celles qui sont codées avec des ROM? On va faire le parallèle avec les optiques, les anciennes optiques M non codées sur du M, sur du M numérique ou sur d'autres systèmes comme le SL avec une bague et autres. Bien évidemment, Leica va beaucoup plus communiquer sur les optiques que les boîtiers vont pouvoir reconnaître. Donc, soit codé 6 bits pour le M, soit avec la ROM pour les R. Mais on peut toutes les utiliser pour la simple et bonne raison que, comme on le disait tout à l'heure, c'est grâce au système avec capteur CMOS qui va pouvoir travailler en direct et parce que justement, il y a un balayage de l'image que l'on va pouvoir travailler avec ces optiques-là. Et en fait, à partir du moment où l'optique n'est pas reconnue parce que pas de codage ROM de connexion ROM pour les optiques R ou de codage 6 bits pour les optiques M, on va tout simplement dans le menu avoir la possibilité d'indiquer quelle est l'optique qu'on a montée sur le boîtier. Je vais plus loin et là je réponds à la dernière question de la question globale. Est-ce qu'il y a des avantages à utiliser des boîtiers plus modernes? Oui, énorme avantage. Pourquoi? Parce que sur un M sans visée électronique, on va avoir tendance à utiliser, pardon, je l'allume, c'est quand même plus pratique, à utiliser le live view, donc l'image à l'écran. Donc ce qui veut dire, par définition, à bout de bras. D'accord? J'ai mon appareil à bout de bras. Ou alors, j'utilise le viseur électronique. Quand on prend l'exemple d'un SL, par exemple, d'accord, j'ai bien évidemment un SL avec, j'ai bien évidemment mon viseur. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, mon viseur qui va être, voilà, qui va m'offrir mon image. Et donc, j'ai bien évidemment mon boîtier bien, je sais pas, bien calé, en tout cas, à mon œil. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus pratique. Pour un CL, qui est un petit APS-C, c'est pareil. Et les viseurs électroniques sont de telle facture aujourd'hui, en une telle qualité, que c'est quand même beaucoup plus pratique sur ce type de boîtier. Voilà. Elle est très jolie, la petite Camargue. C'est une photo que Sabrine nous a proposé de regarder avec un joli flair optique. Ça, c'est du M, Sabri? M10. Et l'optique, c'est quoi? Je dirais que c'est un 3.4 de 21, moi. Ou peut-être le Trielmar, effectivement, comme dit Gilles. C'est peut-être moins large que ça.
Ah, c'est peut-être pas du M. Du coup, moi, c'était une question pour savoir votre avis sur les deux optiques. Je suis encore en train de charger la petite Camardi. Mais du coup, 18, Super Elmar ou Tri Elmar à l'usage? Moi, je suis un fan du Tri-Elmar. Donc. Moi, je dirais 3-4-2-21 ou Tri-Elmar. Tri-Elmar, pour moi, c'est l'arme absolue. C'est quand je suis arrivé chez Leica il y a 10 ans, j'avais beau être Leicaïste depuis plus de 30 ans, j'ai découvert cette optique qui est une bombe atomique. C'est 3 ou 4 fois plus petit, plus léger que tout ce qui se fait chez la concurrence, et c'est mais carrément 10 fois mieux. C'est-à-dire que c'est utilisable dès la pleine ouverture, sans déformation. C'est à peine plus gros qu'un 50 mm d'hybride. Et c'est franchement, pour moi, c'est l'arme absolue. En paysage ou autre, c'est une bombe atomique. Par contre, nettement plus gros quand même que le Super Elmar, que le 18. Non, pas. Je ne les ai jamais vus à côté. Non, pas beaucoup plus. Il n'est pas plus gros. Regarde, Gilles. Pourtant, tu as déjà dû les voir quand je me balade. Ça, c'est le 50 à Pau. Ouais. Et ça, c'est le Tri-Elmar. Donc, il fait 1 cm. Si j'enlève le pare-soleil, il ne fait même pas 1 cm de plus. Et en diamètre, c'est le même diamètre. Il est plus long, en fait. Même diamètre. Long, ouais. Et il est plus long de, allez, tu vois, un doigt. Même pas un doigt. Un doigt. Ouais. Non, franchement, c'est une optique, c'est l'équivalent d'un 51/4 à peu près. Ok. Par contre, c'est franchement, en termes de gestion de la déformation, en termes de qualité à pleine, c'est un truc de fou, quoi. Les premières photos que j'ai faites, je les ai faites à l'époque avec Mercedes et on les a faites dans les voitures. Donc, moi, j'arrivais avec mon background, je n'avais pas de grand angle en Leica, mais j'arrivais avec mes connaissances sur le 14-24 Nikon, sur le 16-35 Canon et autres, qui étaient inutilisables avant 5, 6, 8 minimum, alors qu'ils ouvraient à 8, et puis qu'il fallait systématiquement retravailler en termes de déformation au niveau de l'image. Ça, c'est une folie. Tu n'étais pas là avec comment… ah non, tu es arrivé après. Tu sais, quand on a fait le workshop avec Tony Noël. Ouais, mais j'ai du mal, il faut que je… On a cadré, en fait, j'ai cadré des images que sur une partie qu'on a après recadré verticale, c'est-à-dire j'ai calé la fille complètement à droite de l'image, au 16 mm, d'accord ? On l'a ouverte dans l'ordi et on l'a cadrée à la verticale en équivalence à peu près d'un 35 à peu près, tu vois, au niveau de l'angle. C'est scotchant. D'ailleurs, lui, il l'a utilisé toute la journée ce jour-là. On va répondre aux questions qui arrivent au fur et à mesure. La première était celle de Fredo, après on aura celle de Francine. La question de Fredo, c'est qu'il aimerait revenir sur ce qu'avait dit notre ami Fred mardi, pardon, quand il parlait d'un de ses contacts qui avait fait tomber son M9 de mémoire dans l'eau et qu'il avait récupéré assez rapidement, mais il avait récupéré avec de l'eau dans le télémètre et il continuait de fonctionner après l'avoir fait sécher. Alors, oui, mais maintenant, ça ne peut pas devenir une jurisprudence et une garantie. Je m'entends. À partir du moment où il y a de l'eau sur les composants électroniques, il y a fort risque d'oxydation. Oui. On fait attention. Il y a des gens qui ont de la chance, d'autres qui en ont beaucoup moins. Bon, ben ce monsieur, je ne sais pas qui c'est, ou cette dame d'ailleurs, je ne sais pas qui c'est, elle a eu beaucoup de chance. D'accord ? À partir du moment où il y a de l'eau dans le télémètre, on peut dire qu'il y a quand même de l'eau qui est rentrée dans le boîtier. Voilà. Le spécialiste de l'eau, c'est Gilles. Bizarrement, je suis vachement plus prudent avec le M que quand je suis avec mes autres boîtiers. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être affectif plus que la crainte du risque, mais ouais, c'est quand même des boîtiers qu'on protège, quoi. Alors, il ne faut pas en avoir peur parce que ça reste de toute façon un outil de travail pour beaucoup de photographes. Je parle vraiment de l'eau. Je parle vraiment de l'eau. Oui, bien sûr.
Après, c'est vrai qu'il faut, enfin, je veux dire, il ne faut pas être maniaque à outrance parce que c'est un M. Mais c'est vrai qu'on fera plus attention à un M qu'à un SL, par exemple, ou qu'à d'autres boîtiers. Un Q, hein. Je pense que le Q, moi, pour l'avoir utilisé quand Léa m'avait passé en ski, il est incroyable pour ça, ce boîtier. Et donc, on avait une question de Francine concernant donc, particulièrement l'Elmarite 28 asphérique ou non asphérique. À quoi sert du coup l'asphérisme ou le traitement asphérique, les lentilles pardon, asphériques? Bah oui, justement, ça a une incidence sur le contraste, sur les micro-contrastes, sur le piqué et sur la géométrie de l'optique. Ça a une incidence sur tout ça. Alors, quand on a une optique qui est non asphérique et quand on a une optique qui devient asphérique, bien évidemment, il y a un recalcul de tout le design optique, toute la formule optique. Donc, ce n'est pas que le simple fait d'avoir mis une lentille asphérique dans une formule qui va améliorer cette formule, c'est qu'on repense toute la formule. Voilà. Donc, on parle vraiment de deux optiques complètement différentes et pas simplement le fait d'avoir mis une lentille asphérique dedans. Voilà. Mais une lentille asphérique, ça sert à ça, effectivement. Ça sert à améliorer le contraste, le micro-contraste, donc la netteté, donc le pouvoir de résolution, donc beaucoup de choses, quoi. Et aussi la chromie de l'optique, enfin en tout cas le chromatisme. Attention, Francine, l'ECA a une histoire énorme en termes de développement d'optique, donc a des signatures totalement différentes sur chacune de ces optiques depuis 1925. Et donc, peut-être que pour une raison X ou Y, vous pourriez préférer l'Elmarite 28. Et là, on ne parle plus de technique, puisque ce qu'a dit Emmanuel est absolument rédhibitoire. Par contre, peut-être qu'on peut préférer l'Elmarite 28 non asphérique à l'asphérique. Ça, c'est une question de choix, de goût. Et c'est la force de cette marque qui a plus de 200 ou 300 optiques qui existent en termes de différentes façons de les avoir faites, avec des verres différents, avec des technologies différentes. Aujourd'hui, le 50 Apo M est une Rolls. Le 51.4 existe, le 52 existe, le Sumarite 50 existe, et tous les 5 cm ou 50 mm qui existent depuis 60 ou 80 ans ont leur raison d'être, et il y a certains qui préfèrent. Je suis en train d'essayer de vous retrouver une tu sais, Emmanuel parlait de Cédric Violet mardi, mais on peut parler aussi de comment il s'appelle, de Kersozon, qui a fait des images magnifiques avec un vieux 50 mm des années 60 sur un boîtier moderne. Et moi, vous avez vu, j'utilise beaucoup d'optiques anciennes sur des boîtiers modernes. On ne peut pas dire qu'elles sont mauvaises. Si on parle que de technique, et là, c'est ce qu'on n'aime pas faire trop chez l'ECA, parce que la technique, on sait faire. On a des optiques extraordinaires en Apo, SL ou en Apo M, mais on a toutes ces anciennes optiques qui étaient bonnes à l'époque et qui n'ont pas de raison d'être considérées comme mauvaises aujourd'hui. Elles ont toujours ce rendu qu'elles avaient à l'époque, et c'est la force de ces boîtiers, c'est de conserver dans le temps, malgré l'évolution technologique et numérique, l'évolution ne vient pas remettre à plat tout ce que vous aviez comme affection ou affectivité par rapport à votre optique. Et moi, quand je mets cette optique-là qui date des années 1936-37, eh ben, cette optique, quand je la mets sur un M aujourd'hui, elle me redonne la qualité qu'elle donnait à l'époque. Elle est donc maltraitée au niveau colorimétrie parce qu'en effet, à l'époque, il n'y avait pas de couleur. Les films couleurs, ils arrivaient à peine. Et puis, elle a un peu de déformation, elle a du vignettage. Mais si on va plus loin dans la démarche philosophique, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des gens qui achètent des optiques à 5-6 000 euros, qui les passent dans Lightroom et dans Instagram pour les vignetter, les déformer, les affaiblir. Donc, tout ça n'est qu'un petit peu, des fois, désuet et des coups de mode. Donc, je pense qu'il faut surtout que vous essayez, entre guillemets, c'est-à-dire il faut se dire, voilà, j'ai besoin de quoi, je fais quoi avec,
Et évidemment que quand j'utilise cette optique, je ne vais pas chercher le piqué absolu, il y a un peu de déformation. Par contre, quand mes copains me disent « tu as utilisé quel preset ou quel filtre Tartampion pour le faire », je leur dis « moi, je n'ai rien utilisé, c'est sorti de boîtier avec cette optique-là ». Voilà ce que c'est qu'une formule optique. Donc, une lentille asphérique va bien évidemment venir dénaturer toute la formule. Donc, il va falloir la repenser. Après, quand on parle de rendu, le rendu, il est, comme disait Laurent, toutes les formules ont été très bonnes ou sont très bonnes pour l'époque quand elles sont sorties. Maintenant, quand on veut donner un certain rendu à une image, si on reprend, je ne sais pas si tout le monde a téléchargé l'image de Sabri tout à l'heure, il avait un rendu particulier avec un flair qu'on aurait peut-être pu enlever, et ainsi de suite. Bon, mais voilà, tout ça, ce sont des aberrations qu'on va pouvoir intégrer dans son image. Et bien souvent, on ne cherchera pas forcément la netteté, en tout cas la qualité ultime pour l'image, et c'est ce qui va donner justement une âme à l'image. Et donc, du coup, on va faire déjà son image avec l'outil qu'on a. Alors, l'outil, il est asphérique, il est non asphérique, il est apochromatique, il est chromatique, il est… voilà, tout ça. Et là, Laurent répond à Fred qui nous pose la question sur l'argentique. Ouais, c'est que de la mécanique. Donc, même si, à la rigueur, Leica, pour une raison X, et je ne pense absolument pas que ça sera le cas, arrêtait de fabriquer de l'argentique, aujourd'hui, un appareil argentique totalement mécanique, on est bien d'accord, comme un M6 ou comme un MA ou autre, sera réparable tant qu'il y aura des gens qui sauront le faire. Mais c'est des ressorts, c'est des pièces métalliques, ça peut être, entre guillemets, j'ai bien dit entre guillemets, bidouillé par n'importe quel bon mécanicien qui connaît un peu tout ça. La partie la plus sensible, ça restera l'optique du télémètre. La première question de Fredo, c'était de savoir si on arrêterait un jour l'argentique. Alors, ça serait compliqué à nous de pouvoir répondre, mais je ne vois pas pourquoi on l'arrêterait, en sachant que l'histoire de Leica commence avec l'argentique. Alors, je ne dis pas que ça commence pour Nikon et Canon et tous les autres aussi, ça commence avec l'argentique, puisque le numérique n'existait pas. Mais c'est quand même Leica. Sony n'a jamais fait d'argentique. Hein. Voilà. C'est Leica qui a créé Oh ben ça y est, je l'ai trop dit pendant le M-Tour, donc la cartouche qui nous permet de changer les bobines à la lumière naturelle, à la lumière du jour. Ça serait renier un peu notre passé quand même. Il y a Rolleiflex aussi quand même. Non, mais Rolleiflex n'existe plus depuis belle lurette. Mais oui. Oui, mais… Ah oui. Aujourd'hui, dans Hasselblad a relativement vendu son âme au diable. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas nombreux à garder nos acquis et à être bien sur nos bases. C'est d'ailleurs regrettable, en effet. Bon. OK. Petite question développement numérique des fichiers qui sortent des Leica. Ouais. Aujourd'hui, Leica travaille avec qui pour tout ce qui est dérotisé, etc. Parce que moi, j'ai toujours bossé en Lightroom, en Adobe. Après, il y a de plus en plus de gens qui post-prod en Capture One. Du coup, je joue aussi un peu avec le noir et blanc du Leica, vu qu'en ce moment, c'est à la mode. Du coup, je regardais aussi pour transformer du DNG couleur en noir et blanc avec le même toucher que ce qu'il arrive à faire quand il produit du JPEG. Ben, c'est pas si évident que ça.
Il y avait plusieurs questions en une. Ouais. La parole est à Philippe. Et nous, on va boire l'apéro. Non, Philippe, réponds. Toi, tu es peut-être le plus à même. Pour l'apéro, oui, ben, le problème, c'est que alors, j'utilise principalement Lightroom, mais on peut faire un tout petit peu de Capture One aussi, et puis il y en a d'autres, hein, il y a des XO et autres. Ce sont des développeurs, enfin des outils de développement, hein, au sens même premier du terme. Et exactement comme dans un laboratoire noir et blanc, moi, ce que je faisais avec mon Promicrol n'était pas le même résultat que quelqu'un d'autre qui prenait un H110, se diluait à un +31 et je ne sais quoi, etc. Donc, Leica a trouvé une formule pour proposer un noir et blanc. Le problème, c'est qu'effectivement, cette formule n'est pas transposée dans un profil ou une série de réglages Lightroom. Ça serait assez amusant qu'ils nous la donnent, mais pour différentes raisons, on ne l'a pas. Donc, il faut la réinventer. Et la réinventer, c'est pas simple. À un moment, j'ai cherché, puis finalement, je me suis dit non, c'était mieux de me trouver effectivement mon propre développement, dans la mesure où je vous dis, en noir et blanc, on n'a jamais fait de résultats identiques entre deux personnes qui agitaient plus ou moins leur outil de développement. Donc voilà pourquoi il n'y a pas un équivalent exact. Et la même chose avec les réglages dans Capture One ou la même chose dans… Donc c'est complètement normal que si toi tu es expert et que tu as pinaillé un moment, que tu n'y arrives pas, que moi j'y arrive pas. Alors, je ne veux pas dire on pourrait y arriver. J'ai renoncé parce que c'est long à chercher, j'en voyais plus l'intérêt. Si vraiment on voulait, on trouverait, hein. On finirait par trouver. Voilà, il faudrait peut-être une journée pour tester dans tous les sens, surtout que ça marche sur une image, mais pas sur la suivante, etc. Donc, voilà, il n'y a pas. Non, et effectivement, avis un peu à tout le monde, c'est vrai que les boîtiers qui aujourd'hui transforment un JPEG en noir et blanc et nous enregistrent un DNG en couleur, c'est intéressant de le laisser faire un peu à l'appareil photo, quitte à avoir un peu des doublons, etc., pour voir un peu ce que ça donne. Surtout qu'en plus, avec le Live View, maintenant, on peut les voir directement en noir et blanc. C'est intéressant. Mais je pense que pour moi, l'idée, c'est, si on veut vraiment le rendu d'un boîtier, c'est de faire un JPEG en plus. Et dans ce cas-là, on est vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire que le JPEG, il est bon ou il est mauvais. Si on ne touche pas un JPEG c'est parfait, on peut aller très très loin en exploitation, mais il ne faut pas y toucher. Donc ça m'amuse de temps en temps, moi, de me faire un JPEG en disant il est bon. Il est raté, comme quand j'avais raté les choses. Le DNG, non, j'ai fait un négatif. À partir de là, un négatif couleur, il n'y a jamais une vérité dans le négatif couleur. Bon, c'est vrai qu'on a eu l'inversible couleur à un moment qui donnait justement ce côté direct. Bon, ça, à nouveau, l'inversible couleur, c'est un JPEG. Et quand on se trompait d'un bon tiers de diaph sur une Kodachrome, voilà, c'était sous X, c'était sur X, c'était fini. Donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai abandonné, en me disant si je veux vraiment le couleur de mon boîtier, je reprends le premier, le monochrome que j'ai accessible. Il fait des couleurs, il a un espèce de mode sépia qui est assez amusant, ça m'arrive de le faire, mais dans ce cas-là, je ne sais le faire qu'avec le JPEG incorporé, et puis ça marche très très bien. Et sinon, à ce moment, pardon, à ce moment-là, du coup, toi qui es expert Lightroom, comment tu les tries et tu les traites, ces doublons sur Lightroom, avec d'un côté ton DNG et d'un côté ton JPEG? Parce que moi, il me le met en aperçu. C'est possible de les séparer? Bien sûr, il y a un réglage dans Lightroom à faire. Ok. Voilà, je ne sais pas si je peux. Est-ce que j'ai un Lightroom ouvert? Je suis en train de regarder sur le mien là. Je ne sais pas si tu peux partager, Philippe. Oui, mais je cherche déjà. Attends, il faut déjà que je prépare ma mécanique. En expérience, je suis désolé, j'ai un. Non, en plus, j'ai vraiment une connexion qui est très lente. Donc, je me méfie. J'en ai un d'ouvert, j'en ai un tac. Voilà, et en fait, il s'agit dans les préférences générales. Ensuite, donc l'onglet général des préférences. Dans la deuxième rubrique, c'est options d'importation. Et normalement, le quatrième item, c'est traiter séparément les fichiers combinés RAW plus JPEG. Il faut cocher la case et dans ce cas-là, les deux sont importés en même temps. L'un à côté de l'autre. Ok. Trouvé? Trouvé. Merci beaucoup. Rien. Francine avait une question par rapport plus par rapport au boîtier, mais elle s'en rend compte dans Lightroom. Et effectivement, les dossiers se créent au fur et à mesure de la numérotation.
Alors, de la numérotation, si c'est dans le même boîtier, après, à chaque fois que la même carte mémoire sera insérée dans un nouveau boîtier, il y aura un nouveau dossier. Mais des dossiers qui vont avoir approximativement les mêmes noms, Leica 100, Leica 101, Leica 102 et ainsi de suite. C'est effectivement une question de numérotation en fait. Voilà. Tiens, d'ailleurs, du coup, je continue à poser des questions à Philippe. Je trouve que justement, les DNG du M10 sont bien mieux gérés par Lightroom que les DNG du M240. Bon, les M240, à l'époque, ils me mettaient toujours 2 bandes noires, ils me mettaient un temps incroyable à créer des previews. Alors qu'avec le M10, c'est quasi instantané et comment dire, le traitement, la dérotisation, entre guillemets, enfin, la transformation en Adobe, voilà, enfin bref, Adobe Color est bien plus rapide et bien plus fidèle que ce que c'était sur le 240. Alors, bon, le problème, c'est que je ne suis pas trop mal équipé en Leica, mais je n'ai pas de M10 encore. Ils ne veulent pas m'en donner, c'est Leica. De le quoi De le donner ouais. Je te rassure, c'est pareil pour nous. Hein. Gilles n'a pas eu de données non plus. Hein. Non. Donc, je me permets. Non, je crois que je n'ai même pas de fichier test. Quelqu'un voulait parler. C'est moi. Voilà, des générations un peu identiques qui est le SL2 par exemple. Et ce qui a changé, c'est que dans le fichier DNG, il y a maintenant un JPEG d'accompagnement, de prévisualisation, qui lui est d'une qualité incroyable et plein format. C'est un JPEG 16 bits. C'est fait notamment, alors je suis obligé de faire ce qu'on appelle du rétro-engineering, c'est-à-dire que comme je n'arrive pas à vraiment avoir toutes les informations officielles, j'essaye de comprendre. Et voilà, ce fichier est absolument gigantesque. C'est lui notamment qui est responsable du poids absolument énorme des DNG aujourd'hui. Voilà, on en a discuté, je crois que c'était la réunion d'avant ou il y a une semaine, etc. Donc, depuis, j'ai essayé d'expérimenter dans tous les sens et pourquoi effectivement dans Lightroom, tout d'un coup, les choses diminuaient. Alors, l'avantage, c'est qu'effectivement, déjà, derrière son boîtier, on peut vraiment grossir énormément l'image et on a une vraie qualité d'image en visu à l'arrière du boîtier. Et quand on décharge en Lightroom, ça va à la fois beaucoup plus vite, puisque Lightroom, très vite, se réfère sur ce fichier-là et il s'en sert immédiatement d'aperçu. Voilà. Et après, on peut le nettoyer pour qu'il devienne plus petit. Donc ça, c'est une des raisons. Après, sur le développement lui-même, est-ce que ça développe mieux les fichiers du M10 par rapport au 240? Là, j'avoue, désolé. Il faudrait qu'il m'envoie que Laurent ou... Quand on voit M9, M10, M240, voilà, monochrome 1, 2, 3. Quelques fichiers où j'aille réemprunter un M10 une petite semaine pour que je joue. Voilà, pour en savoir plus. Super, bien. Merci pour ces infos. Quelqu'un voulait parler? C'était moi, simplement, je disais que je vous ai mis dans le chat le lien qui vous ramène directement au programme de l'académie animé par notre ami Philippe. Alors, si vous cliquez dessus tout de suite, vous le verrez, il sera vide parce qu'il y a eu un petit élément, un événement sanitaire qui nous a empêché de les reprogrammer. Généralement, ils étaient en présentiel. Bon, c'est vrai qu'on en a fait quelques-unes en visio, mais on devait s'appeler Philippe. Je suis désolé, je t'ai raccroché au nez quand tu m'as appelé tout à l'heure. C'est un peu la folie furieuse en ce moment. Mais très prochainement, vous aurez toutes les interventions par sujet. Bien choisir son Lightroom, bien intégrer les images dans Lightroom. Enfin, voilà, il y a différents sujets que vous pourrez retrouver très rapidement. Voilà. Et d'ailleurs, bon là pour le coup, on parle de Philippe, mais vous pouvez retrouver tous les workshops animés avec Laurent, avec moi-même. Vous pouvez retrouver tout un tas de choses. Voilà. Est-ce qu'il y aura toujours du distanciel, ou du visio, on peut l'appeler de différentes manières. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. En fait, on s'en est parlé, on trouve que c'est pas mal, il y aura moins de fréquences. Mais on risque de le faire perdurer. Mais on a continué justement avec Philippe après le premier confinement. Et ça a permis effectivement à des gens qui n'ont pas forcément toujours la possibilité de venir sur Paris
ce qui est logique et tout à fait compréhensible, voilà, d'être accessible un peu partout en France et en Navarre. Voilà, d'ailleurs, je vais oser préciser que n'hésitez pas à bombarder Emmanuel de mails au cas où. Non, si vous avez des demandes, enfin pas trop, mais voilà, des demandes spécifiques, c'est vrai que ceux qui ont osé le faire ou qui nous ont contactés, on trouve tout. Merci. Voilà, on trouve toujours des solutions. Voilà, non, mais pour avoir des choses précises, et on a réussi à faire justement pour ceux qui sont un peu éloignés, même aller jusqu'à des journées voilà, en solo ou presque, ou à deux. Enfin, on cherche aussi pour les formules être le plus adaptées. Donc c'est vrai qu'on bosse tous beaucoup, donc on ne peut pas toujours tout traiter, mais si on n'est pas du tout au courant de vos demandes, on ne sait pas non plus exactement ce que vous souhaitez. Donc essayez de temps en temps un petit mail par hasard, voilà, de temps en temps, pas trop. Un par jour, ça te va, Emmanuel? Ouais. Puis on avait évoqué peut-être aussi, Philippe, le fait, quand tout sera un peu plus calé de notre côté aussi, de les exporter en province. Voilà, d'aller vous rencontrer peut-être au moins pour que voilà, discuter un petit peu, discussion ouverte avec vous tous un peu. Il pourrait y avoir une logique de faire une journée Lightroom, les cas, je ne sais pas, à Toulouse, à Lyon, à Marseille. Voilà. Mais ça, il faudra qu'on voit si on a du répondant de votre côté. Et il faudra l'aide de nos revendeurs aussi sur le terrain. Enfin, voilà. Oui, enfin, c'est à mettre en place, mais ça pourrait aussi être une façon différente d'aborder la chose. Et en effet, on voit bien que chaque fois qu'on a des questions Lightroom avec des interlocuteurs LECA, ce n'est pas les mêmes, Lightroom ou Photoshop ou autre d'ailleurs, ce n'est pas les mêmes que ce qu'on a avec d'autres utilisateurs. Le problème du distanciel, Fredo, c'est qu'il n'y a pas l'apéro. Puis que là, l'apéro, 19h22, on va louper. Donc, le distanciel va nous faire louper l'apéro. Non, mais justement, juste après, on n'est pas obligé de conduire. C'est ça qui est encore même mieux. Mais moi, je prends le train. Hein. Moi, je travaille en gare. Ah, mince. Je suis cheminot. Bon, allez, les apéros, qui boit quoi alors? Parce que je vois que Gilles a mis un apéro. Un petit Chauvignon. Eh ben moi, je ne sais pas ce soir. Je vais te faire un beau jour. Moi, je ne sais pas. Je sais pas. J'ai reçu un petit vin espagnol, un Duero, qui est vachement bien. Et toi, tant que ça ne fait pas moins de 15 degrés, de toute façon… Que j'ai découvert à Andorre avec les collègues d'Andorre, c'est magnifique. Et je crois que je vais peut-être me faire ça ce soir. J'avais fait une petite pause de 2 jours quand même, pour la santé. Alors pour l'apéro, peut-être commencer par une petite vodka. Voilà. Travailler avec l'équipe de l'académie, c'est aussi pour ça, hein, parce que moi, ça me rappelle mes débuts. J'ai eu la chance de commencer à écrire avec des gens qui s'appelaient Leblanc et Schens, voilà, dans Zoom et Photologie. Et tous les artistes étaient signés avec un encadré où on décrivait très clairement le repas que l'on faisait après et ce que l'on buvait. Voilà. Donc, si vous avez des vieux numéros de Photologie et Zoom, vous allez voir que systématiquement, dans les pages techniques, il y avait le petit encadré gastronomique après. Ça, je trouvais ça génial. Je n'ai jamais revu ça depuis dans les revues photo. Maintenant, voilà. Ils ne mettent même pas les copyrights des photographes, donc ce n'est pas pour mettre ce qu'ils ont bouffé. Voilà. C'était super. Parenthèse de fin. Bon, Alain, il va être à la bière en bon belge. Hein. Alors, Alain, tu sais qu'on a fait un workshop en Belgique, hein, à la frontière, à 2 km de la France, à Erceau, avec Charlie de Soubry. Donc, on a fait un workshop au printemps, juste avant le confinement, je crois, le week-end avant le confinement. Et on a quelques photographes avec qui on travaille qui sont belges. Hein. Elle aime parler de Cédric, justement, Gerbelet. Notamment de Cédric, voilà. Bien sûr. Que je vais voir ce week-end. Voilà. Bon, dernière chose, je n'ai pas le lien, mais je ne sais pas si quelqu'un l'a sous la main. Oui, il y a quand même, vous pouvez m'avoir 2 heures dans le YouTube de la Color Academy sur le traitement du noir et blanc. Il y a déjà des choses. Je dis à peu près toutes les bases du traitement noir et blanc dans la… Ah oui, sur YouTube. Oui. Ouais, effectivement. Très intéressant. Je ne sais pas si tu l'as vu. Et voilà, vous pouvez déjà… c'est 2 heures, hein, ça dure, ça prend un certain temps, mais c'était quelque chose comme ça qui a été enregistré. Si vous ne l'avez pas suivi, vous pouvez le resuivre.
Donc, je réponds déjà à pas mal de ces questions. Je vous mets le lien, bougez pas. Merci. Et donc, ce week-end, on a le droit de faire 20 km. Donc, on va pouvoir faire plein de photos. On va arrêter de prendre son jardin, ses enfants et son chat. Ou ses poules, pour moi. Et il n'y a pas de jeu de mots. Bon, bah écoutez, je pense que ça sonne. Bon, ben moi, ça va être le bivouac en montagne. Allez. Voilà. On se laisse? On souhaite une bonne soirée à tous. Ouais, merci Bien d'être bonne venu. photo. Merci beaucoup, très bonne soirée.